à la conférence organisée par l'IHEDN. Éric Gormand est le représentant départemental. Donc, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui deux personnages éminents qui vont pouvoir nous parler justement de ce problème de crime de guerre, de tout ce qui peut se passer autour effectivement des problèmes humains lors d'une guerre. Donc, Laurent Le Safre, colonel, qui va intervenir le premier, et Yves Belbédé qui va intervenir en second, qui n'est pas encore là, qui est sur la route, qui va arriver. Alors avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'ai mis à l'entrée des petits papiers blancs sur lesquels vous pourrez poser les questions, que je récupérerai en bout de rangée, et ensuite je passerai les questions à Jean Marzio qui anime la soirée. Et ensuite, pour satisfaire aux contraintes légales, vous avez trois sorties en cas de problème, une ici, une là et une en haut. Voilà. Et je passe la parole maintenant à Éric Gormand, le responsable départemental de l'IHEDN. Bonjour à tous. Donc, je vous accueille dans cet auditorium pour une conférence organisée par l'Association des auditeurs de l'IHEDN, dont je suis délégué. Alors, notre association, dans les Pyrénées-Atlantiques, comme dans le reste de la France, rassemble des cadres issus de la fonction publique, des élus et leur équipe rapprochée, du monde de l'entreprise et des professions libérales, et enfin des officiers supérieurs des armées. Ces auditeurs, qui ont suivi un cycle d'études auprès de l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui est un institut qui siège à l'école militaire à Paris et qui dépend directement du Premier ministre. La vocation de l'IHEDN est de mieux faire connaître les enjeux de souveraineté nationale, et notamment notre défense armée aux décideurs dans un sens large. Cette conférence s'inscrit dans l'action du trinôme académique qui rassemble à la fois notre institut, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Armées. Le trinôme œuvre à mieux faire connaître l'esprit de défense qui est inséparable de la formation civique du citoyen toute sa vie durant, et à favoriser l'initiative dans l'enseignement de la culture de défense et de sécurité. Nous avons ici présent M. Éric Tuffery, qui est le procureur général de la Cour d'appel de Pau, qui pourra intervenir effectivement à un moment à l'occasion des questions et peut-être donner des points dans le domaine de l'art en quelque sorte. Et je laisse tout de suite la parole à Laurent Le Safre qui pendant 40 minutes va vous brosser un panorama de son quotidien au Rwanda et des interventions françaises, la France et les crimes internationaux, l'expérience du Rwanda. Peut-être dire un mot sur le colonel de Safre. Oui, donc vous avez compris qu'on a inversé un peu. On improvise un tout voilà. petit peu, et donc on vous prie de nous excuser éventuellement de ces improvisations répétées. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Un mot quand même pour présenter, avant de présenter notre invité de tout à l'heure, M. Yves Belbédé, un mot pour présenter le colonel Le Safre, qui n'est pas non plus, je veux dire, un inconnu à Pau, puisque vous avez dirigé la section de recherche de la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques dans les années 2017-2018, si je ne m'abuse, après que vous ayez été ici à d'autres moments affectés à Tarbes et je crois à Hendaye. Alors vous êtes un officier de gendarmerie un peu atypique parce que vous avez une vocation diplomatique. C'est-à-dire que, au titre de caractère international de la gendarmerie, vous avez été détaché au ministère des Affaires étrangères depuis un certain nombre d'années pour des situations et des missions, aussi bien en Afghanistan qu'au Pakistan, avant de rejoindre, dans les années 2010, l'ambassade de France en Argentine, avec là aussi des missions également au Chili, au Paraguay et en Uruguay. Avant, finalement, votre détachement, cette fois-ci en Afrique, dans le pays des Grands Lacs, si je puis dire, à Kigali, au Rwanda. Votre mission principale est en quelque sorte, si j'ai bien compris, d'approuver les enquêtes et les procès français, d'ailleurs, liés au génocide des Tutsis en 1994. Alors, nous aurons tout à l'heure deux personnalités, deux hommes, qui, l'un assista et participa à la naissance, finalement, de la
justice pénale internationale, et à ce titre, c'est un personnage assez exceptionnel. À 99 ans, il a été le témoin du procès de Nuremberg, moment fondamental dans l'histoire contemporaine. Et puis, on a, en quelque sorte, je ne dirais pas l'héritier, mais en tous les cas, d'une certaine manière, si vous portez l'héritage des juristes et des officiers de gendarmerie et de police qui mettent en œuvre aujourd'hui la lutte contre l'impunité des génocidaires. Voilà, je crois que c'est un moment absolument hors du commun que nous propose la section départementale de l'Institut des hautes études nationales qu'anime et donc délégué et Éric Gormand. Je vous laisse tout de suite la parole avec une première question, si vous voulez bien, mais vous aurez l'occasion de développer tout ça. En quelque sorte, vous avez créé une fonction à l'ambassade de France, c'est celle d'officier de sécurité intérieure. Commencez peut-être un tout petit peu par nous dire en quoi ça consiste d'être cet œil de la justice française sur ce terrain où le génocide n'a jamais été oublié, maintenant depuis bientôt 30 ans. À vous. Merci beaucoup. Je vais m'asseoir. Alors, si vous me permettez, je répondrai à la question, à votre question un peu dans le déroulé, puisque voilà, j'étais censé intervenir en second et parler de l'expérience du Rwanda aujourd'hui, puisque on est dans une phase tout à fait nouvelle avec le Rwanda. Les armées ont une longue expérience avec le Rwanda, à la fois positive mais aussi négative par certains aspects, et les relations franco-rwandaises se sont bien améliorées et ça explique un peu ma présence. Je voulais essayer de traiter le sujet de ces relations franco-rwandaises en plusieurs points. Et tout d'abord, pour parler de la France et des crimes internationaux, donc là je parle sous le contrôle du procureur général, je voulais un peu vous présenter comment la France est organisée pour lutter contre ces crimes internationaux. Dans les crimes internationaux, on parle des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Chacun ayant sa propre qualification juridique, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a plusieurs intervenants dans le dispositif. Il y a d'abord la justice française, autour de deux volets, le parquet national antiterroriste, enfin le parquet en général, mais le parquet national antiterroriste, avec son pôle crime contre l'humanité. Pour vous donner une idée, ce sont juste 4 procureurs en charge de tous les dossiers, non pas seulement des dossiers rwandais, mais de tous les dossiers crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre. Et certains dossiers sont traités par la section militaire du parquet de Paris, en particulier sur les dossiers rwandais, puisque il y a des sujets qui sont pas vraiment liés au génocide en lui-même, mais qui sont liés aux opérations turquoises, à l'opération turquoise en particulier, dont on entend parler régulièrement dans la presse, et qui sont des sujets assez compliqués, mais qui ne sont pas gérés par le parquet national antiterroriste, mais par la section militaire du parquet de Paris. Le deuxième volet de cette organisation, c'est le pôle instruction spécialisé du tribunal judiciaire de Paris, où là, même chose, 3 juges d'instruction pour traiter tous les dossiers. Ça explique en particulier la durée que peuvent prendre ces procédures. Et du côté enquêteur, qui est plutôt mot coté, nous avons l'OCLCH, donc l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, qui est situé à Paris, alors, crimes contre l'humanité et crimes de haine, et qui dispose donc en son sein d'une division spécialisée sur les crimes contre l'humanité, et qui gère aujourd'hui, pour vous donner une idée, 180 dossiers sur une trentaine de pays, sachant que le Rwanda, c'est 40 dossiers. Donc le Rwanda prend une grande part de l'activité de CLB. Bonjour. Voilà.
Le renouveau de cette relation franco-rwandaise s'explique par un contexte particulièrement favorable, dans une normalisation des relations entre la France et le Rwanda, après plusieurs années de tensions liées aux procédures dans le cadre du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Avec une rupture des relations diplomatiques pure et simple entre 2006 et 2010, suite à la diffusion d'un mandat d'arrêt contre des hauts responsables rwandais. On a eu un ambassadeur entre 2010 et 2015, après un rétablissement des relations. En 2015, à nouveau une brouille. Le Rwanda refuse d'accréditer les ambassadeurs qui sont désignés par la France. La France laisse courir et elle nomme que des chargés d'affaires avant la nomination d'un nouvel ambassadeur en juin 2021. Mais cette nomination, elle s'explique par un processus politique en 4 étapes globalement. Tout d'abord, l'élection d'une Rwandaise comme secrétaire générale de la francophonie en 2018, avec le soutien de la France, qui paraît des fois un peu surprenant, vous pourrez le lire dans la presse, puisque Louise Mushiki-Wabo a été une des partisanes de l'abandon du français au Rwanda comme langue officielle. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une Rwandaise qui a été réélue comme secrétaire générale de la francophonie. Le deuxième étape très symbolique a été l'arrestation de Félicien Kabuga, dont, si vous suivez l'actualité récente, le procès a été stoppé à La Haye, et qui était considéré comme l'un des principaux financiers du génocide, et donc qui a été arrêté par le CLCH en 2020, et il a été remis au mécanisme résiduel. Troisième étape clé, la publication du rapport Duclerc, qui s'appelle « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsis », qui a été publié donc en mars 2021, et qui conclut au fait que la France a des responsabilités dans l'enchaînement des faits, mais sans en faire un complice. Et tout ça se termine le 27 mai 2021 à Kigali, lors de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, où il affirme que la France ne laissera pas de place à l'impunité des génocidaires. Et le président Kagame, qui déclare acceptable la conclusion du rapport. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Les conséquences de cette normalisation, un renforcement, certes modeste, des capacités de traitement des dossiers judiciaires, à la fois au parquet national antiterroriste, mais également à l'OCLCH. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment peu de personnes, hein, 4 magistrats, 3 juges d'instruction. Voilà. Et l'OCLCH, ils sont une vingtaine, mais ils sont une petite dizaine à travailler sur le Rwanda et sur l'Afrique en général. La deuxième conséquence, c'est le retour d'un ambassadeur de France au Rwanda, M. Antoine Onfray, qui a cette particularité d'avoir été un des lanceurs d'alerte au début des années 90 sur l'éventualité qu'un génocide se préparait au Rwanda. Il était jeune rédacteur en Ouganda. Ensuite, il est arrivé, il a commencé, comme certains personnels à l'ambassade de France, à signaler à ses chefs que peut-être qu'on était en train d'aider le mauvais côté au Rwanda. Il a été mis au banc de son administration. Il est assez logique qu'après toutes ces étapes, et cette reconnaissance, le rapport Duclerc, etc., qu'il soit le premier ambassadeur de retour à Kigali. Et enfin une des conséquences, moi j'ai toujours l'habitude de dire que je suis un pur produit du rapport Duclerc. Sans rapport Duclerc, je serais toujours en France. Donc la désignation d'un officier de gendarmerie au sein de l'ambassade. Alors pourquoi un officier de gendarmerie? Parce que l'OCLCH est un office central dirigé par la gendarmerie et que l'idée c'était d'avoir un officier de liaison pour cet office.
Une des questions qu'on se pose souvent, c'est pourquoi juge-t-on en France? La France n'extrade pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que certains des mises en cause ont la nationalité française et que la France n'extrade pas ses nationaux. Certains pays ont trouvé une parade, parce qu'en fait, les génocidaires qui sont réfugiés en France ont souvent acquis la nationalité française, donc ce qui empêche de les extrader. Les Américains et les Canadiens ont trouvé une parade à ça, c'est qu'ils déchoient de la nationalité ces personnes-là pour pouvoir les extrader. C'est une solution qui n'a jamais été utilisée en France, mais ça pourrait être une solution. Et surtout, il y a une décision principalement de la Cour de cassation sur la base de la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est-à-dire que la France, les magistrats français de la Cour de cassation considèrent que le crime de génocide n'existant pas pendant la période avril 94, juillet 94 au Rwanda, dans le droit rwandais, on ne peut pas extrader. On ne peut extrader que si le droit rwandais avait reconnu à cette époque-là l'infraction de génocide. Certains pays refusent d'extrader par peur d'un procès inéquitable. En France, je pense qu'il n'y a aucune décision qui a été prise sur cette base-là. Mais c'est le cas des Pays-Bas en particulier. Et c'est souvent une base utilisée par les avocats qui estiment, quand il y a des demandes d'extradition de la part du Rwanda, qui estiment que si les personnes sont extradées vers le Rwanda, elles n'auront pas droit à un procès équitable. Personnellement, ça fait 2 ans que je vis au Rwanda et j'ai pas du tout l'impression que ça serait le cas. Et en particulier, la Norvège et la Suède extradent. Ce sont quand même des pays qui sont quand même très attentifs aux droits de l'homme. Donc je pense que si ces pays-là extradent, c'est quand même ils ont de bonnes raisons. Donc la France juge en vertu de la compétence universelle qui permet à l'État français ou à la justice française de juger une personne non nationale pour des faits commis hors de France. On ne va pas lancer un débat sur la compétence universelle, mais voilà, c'est ce qui permet de juger en France nos génocidaires présents en France. Il y a tout un tas de critères qui le permettent. Les Rwandais là-dessus préféraient qu'on les extrade, forcément, mais ils se contentent parfaitement du fait qu'on les juge chez nous. Ces dossiers rwandais, notre justice s'inscrit dans une espèce de millefeuille judiciaire qui inclut plusieurs intervenants. Donc il y a eu les juridictions internationales, donc le tribunal pénal international pour le Rwanda, puis le mécanisme résiduel des tribunaux pénaux, qui ont condamné 61 personnes depuis leur création. Il n'y aura plus de condamnation. Aujourd'hui, les gens qui sont interpellés dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal pénal international sont remis au Rwanda. C'est le cas d'un génocidaire qui a été arrêté en Afrique du Sud il y a quelques semaines. Il y a eu les juridictions rwandaises qui ont beaucoup jugé, la justice nationale, mais aussi une justice de circonstance qui a été mise en place uniquement pour le Rwanda et basée sur une justice locale qui s'appelle les Gacaca, qui a permis de juger 2 millions de personnes en 10 ans. Sachant qu'à l'époque du génocide en 1994, le Rwanda c'était 7 millions de personnes. Donc ça fait un tiers il y a eu 1 million de morts, donc un tiers des survivants a été jugé. Et les gens qui ont été jugés aujourd'hui, qui ont été jugés à l'époque par les plus longues peines, sont ceux qui, donc 20 ans, 25 ans, voire 15 ans, sont ceux qui sortent aujourd'hui de prison et sont ceux qui n'ont jamais exprimé de remords. Et donc, aujourd'hui, le Rwanda est face à une vraie problématique, c'est comment faire vivre ensemble les génocidaires et les victimes. C'est pas très simple. Et donc, il y a les juridictions étrangères qui ont beaucoup jugé. C'est la Belgique qui a commencé ces procédures dès 1995, donc très rapidement. Au total, 26 Rwandais ont été condamnés à l'étranger.
en Belgique et en France principalement, en Suède, Canada, Norvège et Suisse. Il me semble qu'il y en a même un qui a été condamné en Finlande. Voilà. C'est pas énorme, hein, quand on regarde, c'est pas énorme, mais c'est très important pour les Rwandais. Alors mon rôle au sein de l'ambassade. Donc moi je suis arrivé en septembre 2021 à Kigali, dans une ambassade où il n'y avait pas d'ambassadeur, où l'ambassadeur venait d'arriver, et où il fallait tout démarrer. Il n'y avait plus d'attaché de défense. Je suis le premier gendarme à remettre les pieds au Rwanda depuis 1994. Et à l'époque, en 1994, l'attaché de défense était un gendarme. Voilà. Le statut de gendarme aurait pu être une problématique, puisque la garde présidentielle, qui a été très active dans le génocide, a été formée par la gendarmerie française à l'époque. Mais en fait, ça s'est particulièrement bien passé, parce qu'en fait, j'ai vraiment été considéré tout de suite comme quelqu'un qui venait pour le service du Rwanda et pour le service de la justice. J'ai une double mission principale. Donc moi, je suis attaché de sécurité intérieure, donc j'ai une mission de coopération technique, opérationnelle, etc. Mais ma mission principale est celle qu'on m'a assignée quand je suis arrivé au Rwanda. C'est une double mission de lien entre d'officier de liaison pour l'OCLCH, il manque un H, et je suis également le relais du parquet national antiterroriste. Je suis régulièrement en contact avec les magistrats, avec le procureur antiterroriste aussi sur certains sujets. Je suis point de contact des autorités rwandaises, donc le NPPA, donc c'est le parquet général, c'est l'organe de poursuite, l'organe national des poursuites judiciaires, et le PVT qui est le bureau de protection d'aide aux victimes et aux témoins, qui joue un très grand rôle dans mon boulot. Il y a deux phases dans mon travail, j'ai deux phases principales, avant les procès et pendant les procès. Avant les procès, je suis un appui des enquêteurs et des magistrats qui se rendent au Rwanda. Et j'ai eu encore une mission au mois de septembre, où j'ai eu 6 enquêteurs de l'OCLCH et 2 magistrats du PNAT, qui venaient en particulier préparer le prochain procès qui se déroulera bientôt. Et je gère toutes les commissions rogatoires internationales et les demandes d'entraide pénale internationale qui avant étaient traitées par la secrétaire de l'ambassadeur. Donc autant dire qu'elle manquait un peu de vue juridique sur ces sujets-là. Mais voilà, donc je gère tous ces dossiers-là. Pendant les procès, je gère principalement les témoins à plusieurs niveaux. D'abord dans le suivi des convocations qui sont faites, ensuite dans la délivrance des visas pour les témoins qui viennent se rendre, qui viennent en France, ils sont convoqués devant la cour d'assises de Paris pour témoigner, et ceux qui ne peuvent pas se déplacer sont entendus en visioconférence. Et moi je suis à la demande du procureur national antiterroriste, je coordonne les visioconférences. Et surtout, j'atteste devant la cour d'assises de Paris, en début de chaque audience, que les témoins sont entendus sans présence tierce dans la salle. Donc dans la salle, il y a l'interprète, le témoin. Mais moi, je sors, je n'assiste pas à la visioconférence en direct, mais je fais en sorte que personne ne rentre dans la salle. C'est quelque chose qui a été demandé par les parquets, justement pour éviter que les avocats n'utilisent un argument fallacieux qui est de dire oui mais les gens qui sont là-bas, qui témoignent là-bas ne sont pas libres de leur parole. Donc voilà, moi j'atteste clairement, voilà, je suis en tenue devant la cour d'assises de Paris en visioconférence, donc ça évite toute cette utilisation d'une pseudo-insécurité au Rwanda. Je me dépêche. Les procès rwandais, alors quand je parlais d'accélération des procès, comme vous voyez là, donc on va attaquer le 6e procès. Il y a eu 2 procès avant 2021, il n'y a eu que 2 procès, un en 2014 et en 2016. Et depuis que je suis arrivé au Rwanda, et depuis que
la justice a mis en œuvre une accélération des procédures avec un objectif de 2 procès par an, ce qui peut paraître assez peu, mais bon, il faut tenir compte de la charge de travail du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'assises en particulier. Donc 2, c'est quand même une excellente chose, sachant que si vous comptez, je vous ai dit tout à l'heure, 40 dossiers. Sur les 40 dossiers, il faut compter peut-être la moitié qui finira devant la cour d'assises. 2 procès par an, donc on en est déjà à 10 ans. Vous faites le calcul en rajoutant les appels, puisqu'il y a quasiment appel systématique, soit du parquet, soit du mis en cause. Donc on est parti pour 15 ans ou 20 ans de procédure encore au Rwanda. On va attaquer, donc depuis que je suis arrivé, j'en ai fait 4, Moïmana, Buchibaruta, Tegekimana. Les Rwandais sont très satisfaits des condamnations en première instance, vous avez 14 ans, 20 ans, perpétuité, donc des grosses peines. Alors, mon rôle aussi à l'ambassade, c'est aussi des fois d'intervenir auprès de la société civile rwandaise pour expliquer pourquoi les gens sont remis en liberté après avoir fait appel, etc. Voilà, histoire de leur expliquer comment fonctionne la justice française. Ils ont des fois du mal à comprendre, mais ces condamnations sont quand même très lourdes et sont quand même des choses positives dans le dispositif. Le prochain, c'est Sosten Munyemana, dont le procès va démarrer dans la cour d'assises de Paris le 13 novembre. Voilà. Je rentre la semaine prochaine pour finir de préparer ça. La particularité des dossiers rwandais. Alors là, j'ai mis un peu en vrac quelques idées. La principale particularité des dossiers rwandais, c'est que dans ces dossiers-là, on traite en France tout le procès pénal, c'est-à-dire de la plainte à l'enquête et ensuite au procès. C'est pas le cas partout. Aujourd'hui, les enquêteurs se déplacent au Rwanda et donc on juge en France. Les procès syriens, par exemple, les enquêteurs ne peuvent pas se déplacer en Syrie. Mais on juge quand même des Syriens. En Ukraine, les enquêteurs se sont déplacés également. En toute honnêteté, le premier procès d'un responsable russe, je pense que c'est pas pour demain. Voilà, donc je vous disais, 40 dossiers en cours, sur les 180 le CLCH. Donc c'est quand même une grosse part de travail de l'office. Une autre particularité, c'est le mode d'ouverture des dossiers, puisqu'elles se font souvent suite à des constitutions de partie civile ou suite à des articles de la presse. Alors on a 2 médias principaux qui font en général de belles enquêtes, qui permettent auprès aux magistrats d'ouvrir des enquêtes. On a Mediapart et Libération, pour ne pas les citer. Mais effectivement, leurs articles ont souvent ouvert la voie à l'ouverture d'enquête. Particularité, les mises en cause et les témoins sont très âgés. La plupart. Donc ça veut dire des décès. Là actuellement, on a 3 personnes qui ont été entendues dans le cadre de l'instruction pour Munyemana. Il y en a 3 qui sont décédés, dont un témoin qui était essentiel pour l'accusation. Donc c'est une vraie particularité, mais c'est dû aussi au fait que la France a commencé ses procédures assez tard, au début des années 2000. Donc voilà. Ces dossiers sont des dossiers qui reposent essentiellement sur les témoignages, puisqu'il y a très peu de preuves matérielles. On trouve quelques preuves écrites dans les dossiers administratifs, mais il n'y a pas eu de constatation sur le terrain au moment des faits. Les enquêteurs font des constatations sur place, des reconstitutions, mais forcément, ça n'a pas le même sens que les constatations que les mêmes enquêteurs, parce que ce sont les mêmes, ont pu faire en Ukraine récemment. Donc là, on a des vrais dossiers de constatation et on a des vraies preuves d'investigation.
Un procès comme le dernier procès qu'on a fait l'année dernière, à Tegeti-Mana, c'est 80 témoins rwandais, dont 40 viennent en France. Et les 40 autres sont entendus en visioconférence. Donc c'est des procès qui sont longs et qui sont lourds, même pour les jurés, qui sont des jurés de la société civile et qui sont plongés dans l'horreur absolue, et c'est pas simple. Et une autre problématique qui m'est souvent, dont on parle souvent là-bas, c'est la problématique des réparations. C'est-à-dire qu'ok, on juge, il y a un procès civil, et après, qui paye les réparations? C'est-à-dire qui dédommage les victimes? Voilà, ça c'est un vrai sujet dont j'ai pas de réponse. À ce jour, c'est une vraie problématique. Alors les réparations, c'est les gens qui ont perdu du terrain, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu du bétail. Ça nous paraît ridicule pour nous, mais pour eux c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. J'ai fait un peu court, mais je suis ouvert aux questions. Je vais surtout laisser la parole à M. Becbédé. Présentant bien sûr notre invité Yves Becbédé. Je mesure effectivement l'importance qu'il a ce soir de présenter une personnalité carrément exceptionnelle, puisque M. Yves Becbédé, 99 ans, vous avez devant vous le dernier témoin vivant du procès de Nuremberg. Alors, je vous propose de revenir un petit peu en arrière. On va se mettre en mars 1946. Monsieur Becbédé, vous n'avez pas encore 22 ans, vous êtes tout juste titulaire d'une licence en droit, lorsque votre oncle, monsieur Henri Donnedieu de Vabre, qui avait été nommé comme étant le juge français à ce fameux procès de Nuremberg, vous demande de l'assister durant finalement quelques mois devant finalement le fameux tribunal de Nuremberg chargé de juger les principaux dirigeants et criminels nazis encore en vie. Vous étiez chargé, pour ce que j'ai lu, de résumer en français les comptes rendus des audiences. Ainsi, pendant plusieurs mois, vous avez vu Hermann Göring, le numéro 2 du Reich, Rudolf Hess, l'adjoint d'Hitler, Catel Brunner, le patron de la Gestapo, ou encore le commandant de la Wehrmacht, le maréchal Keitel, plaider non coupable à la litanie des crimes nazis qui étaient présentés devant ce tribunal exceptionnel. Sans se tromper, M. Becbédé, je crois que l'on peut dire que le souvenir de Nuremberg vous accompagne et vous a accompagné tout au long de votre vie, de votre carrière, d'abord internationale. Vous étiez fonctionnaire international à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, puis à l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez donné des cours dans différentes universités françaises, américaines ou canadiennes. Vous avez écrit un certain nombre de livres. On peut dire aujourd'hui, comme après toutes ces années, en fait, vous n'avez, me semble-t-il, jamais quitté tout à fait cette salle dans laquelle vous avez été confronté à l'histoire, à la grande histoire. Alors, permettez-moi, pour lancer le débat, de vous poser une première question. À quel moment avez-vous pris conscience que vous aviez vécu, ou que vous viviez, si ça a été encore plus rapide, que vous aviez vécu un moment exceptionnel de l'histoire contemporaine à Nuremberg? Je vais vous donner le micro. Voilà. Merci. Voilà, tenez-le assez proche de votre bouche. Oui, à quel moment vous avez perçu l'importance des moments que vous aviez vécus en mars, avril, mai et juin 1946? Je pense assez rapidement parce que c'était impressionnant de voir tous ces anciens dirigeants nazis. Et puis il va brancher et ensuite, On va rapprocher le micro. Il est bien branché, non? Ah. oui, je pense que je me suis rendu compte rapidement de l'importance du procès, non seulement parce que mon oncle était un des juges, mais parce que tous les accusés étaient emprisonnés
et du haut personnage du régime nazi, sauf évidemment Hitler qui s'était suicidé, et Goebbels qui s'était suicidé aussi, et d'autres qu'on n'a pas pu trouver. Enfin, le plus important au procès, c'était Göring, qui était le numéro 2 de Hitler, et qui avait beaucoup d'aplomb, et qui arrivait à rendre des comptes au procureur Jackson, qui était le principal personne en charge. Le procès a eu lieu dans la zone américaine de l'Allemagne, la zone occupée par les Américains. On se croyait en Amérique. Il y avait tout le confort, toutes les possibilités et toutes les facilités. Mais c'était évidemment un procès de grande importance. C'était la première fois qu'on jugeait des individus, des responsables de pays étant considérés comme ayant... attendez. Oui, je vous en prie. C'était la première fois. Jusqu'à présent, le droit international était limité aux États, c'est-à-dire la France, le Rwanda, etc. Mais c'était la première fois qu'on jugeait des individus responsables dans leur pays respectif pour avoir fait commis des crimes. Et donc ça, c'était une grande exception. Vous avez anticipé un peu ma question parce que vous avez l'habitude de dire que Nuremberg reste un modèle, que le procès de Nuremberg reste un modèle. Mais vous ajoutez souvent aussi, aussitôt, que c'était effectivement un tribunal des vainqueurs. Mais pourquoi pouvez-vous nous dire que vous avez toujours considéré ce procès comme un procès modèle? C'est un procès modèle par le fait de juger ces hauts responsables qui sont considérés comme non coupables, et d'autre part, parce que c'était la première fois que ça se passait dans ce sens, avec un tribunal international, enfin de quatre États. France, États-Unis, Grande-Bretagne et URSS. Ce procès a servi par la suite à créer de nouveaux procès, pas aussi importants, mais en suivant un peu le protocole et la procédure de Nuremberg. Dans ce sens aussi, c'est un peu exceptionnel. Alors, il faut se rappeler que ceux qui étaient derrière, c'était pas les Français, c'était les Américains. C'était les présidents américains qui ont décidé qu'il fallait faire ce procès. Il y avait certains en France, De Gaulle était également en faveur, mais il y avait d'autres circonstances. On disait non, il faut les suivre. Il est suffisant de les fusiller. Et pas la peine de faire un procès. Mais le fait de faire un procès a gagné. Alors, il y a un certain nombre de procureurs français et de juges qui ont servi au tribunal. Alors, nous avons en ligne en même temps que vous nous évoquez cette question, Madame Pascale Gasby qui vous a assisté, qui a participé à la rédaction de votre livre. Est-ce qu'elle pourrait... vous nous entendez, Madame Gasby? Oui? Est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous pourriez nous prolonger ce que disait M. Benbédé? Ce procès modèle, est-ce que vous le considérez aussi comme tel? Et est-ce que... Oui, allez-y. Alors écoutez, moi
je ne suis pas juriste, je suis psychologue et c'est, je dirais, mon regard de psychologue sur ce procès que je porte. Je dirais qu'à titre personnel, j'ai beaucoup d'admiration sur la tenue du procès. Je sais que Yves a été énormément frappé par le juge Lawrence qui dirigeait les débats, de même que par le procureur Jackson qui a véritablement mené et qui a été le chef d'orchestre et le maître d'œuvre de ce procès. Voilà en tout cas ce que je peux en dire. Yves a assisté, il n'a pas assisté à l'ensemble du procès, comme il se bien. Il a assisté quelques mois à ce procès, mais suffisamment pour être imprégné par la rigueur, la probité évidemment des juges et la qualité des débats qui se sont tenus au sein même de cette salle de Nuremberg que l'on peut d'ailleurs toujours visiter à l'heure actuelle et qui est devenue un grand centre de recherche sur les crimes de guerre. Les Allemands véritablement ont tenu à que ce lieu emblématique demeure un endroit pour les chercheurs et je dois dire que c'est extrêmement important. Alors, plus de 70 ans, finalement, après le procès des nazis à Nuremberg, vous semble-t-il, monsieur Beigbeder, que la justice internationale s'est-elle finalement imposée comme un instrument de réparation et des dégâts causés par les conflits mondiaux, ou au contraire n'a pas réussi complètement la mission à laquelle vous avez participé il y a maintenant 70 ans. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur ce fonctionnement de la justice? Il paraît clair que la justice internationale n'est pas capable de diriger les États ou d'assurer la paix ou d'empêcher de nouveaux massacres qu'on le voit aujourd'hui tous les jours. Mais elle existe quand même, et puis il y a toute une jurisprudence qui s'est créée autour de ça qui n'existait pas auparavant. Donc il y a des possibilités de poursuivre ceux qui sont les dirigeants criminels, excepté que ça ne se produit pas comme ça. Monsieur Poutine a été accusé d'un certain nombre de crimes devant la Cour pénale internationale, mais jamais il viendra à La Haye. Donc je pense qu'il finira ses jours dans son lit sans que personne ne l'embête. Mais les accusations contre Poutine exprimées par ce tribunal. Est-ce que vous voulez dire par là que la justice internationale est un peu finalement au bout de son chemin né à Nuremberg il y a 70 ans, ou est-ce qu'elle a encore un avenir? On posera la même question au colonel de Saf. Je pense qu'il faut qu'elle en ait, parce que par exemple la Cour pénale internationale a été créée contre la vie de beaucoup de gens et de certain nombre de pays. Mais il faut essayer d'utiliser les moyens que nous avons pour inculper les personnalités responsables. Ce qu'a fait M. Poutine jusqu'à présent, c'est abominable. Toutes les lois du droit international ont été bafouées par lui. Et ce serait utile qu'il puisse être jugé de façon impartiale. Colonel Le Safre, à cette question, vous répondez comment? Vous répondez non, je présume, puisque la justice internationale n'est pas au bout de son chemin. Vous l'incarnez. Non, il faut continuer en tout cas. Alors, allez-y, colonel. Alors non, c'est bon,
Vous m'entendez? Non, mais évidemment que non, la justice doit se faire. Mais comme je disais tout à l'heure dans mes propos, c'est une justice qui est compliquée et sur laquelle on n'a pas toutes les prises. La justice doit se faire. Elle se fera un jour ou l'autre. Effectivement, tous ne seront pas condamnés, et c'est le cas d'un certain nombre de génocidaires sur le Rwanda, qui sont morts de leur belle mort dans quelques pays africains. On a un exemple aujourd'hui en France de Madame Agathe Habyarimana, qui est l'épouse du président Juvenal Habyarimana, dont la mort a déclenché le génocide, a déclenché le processus de génocide, qui avait déjà été préparé depuis plusieurs années. Et elle est tranquillement en France. Et elle n'est pas embêtée pour tout un tas de raisons, et en particulier sur ce que je dis tout à l'heure, sur le manque de preuves concrètes de son implication. Donc il faut espérer qu'un jour on ait ces éléments-là qui puissent permettre de la juger, par exemple. Nous avons ce soir également le plaisir d'accueillir le procureur général auprès de la Cour d'appel de Pau, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur le procureur, est-ce que vous voulez vous rapprocher de notre estrade et éventuellement répondre à cette question? Vous êtes un haut magistrat et vous avez forcément réfléchi à cette question. Est-ce que cette justice internationale a encore un bel avenir devant elle pour l'homme de la justice que vous êtes? Je vais répondre, mais d'abord, je suis très ému d'être à côté aujourd'hui de M. Bek-Bédé, parce que quand j'étais jeune, comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup regardé les films tournés lors du procès de Nuremberg. C'est un des premiers procès de ce type qui avait donné lieu à des enregistrements vidéo. D'abord, vous le rappeliez, M. Bek-Bédé, du noyau dur du régime nazi, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont été jugées à Nuremberg, les responsables des camps d'extermination, les hommes, les femmes. Ça a duré plusieurs mois, et pour moi, je pense que ça a sans doute joué un rôle dans ma volonté de devenir magistrat. Puis je salue le colonel dont je savais à distance combien avec ses quelques camarades, puisque vous rappeliez qu'on est les effectifs de gendarmerie affectés à la traque des génocidaires, si on parle du Rwanda, sont faibles. Et j'ai pu voir et apprendre combien vous aviez été très utile, vous agissiez sous la direction du magistrat, mais enfin c'est vous qui faisiez le travail. Pour répondre à votre question, évidemment, on pourrait se dire, à Nuremberg, on juge les responsables de crimes épouvantables très rapidement après la victoire, puisque le procès a eu lieu en 1946, vous le rappeliez, monsieur, et la victoire, on sait tous, c'est juillet 1945. Vous voyez, voilà. Moins d'un an. Voilà, moins d'un an. Alors, au Rwanda, 30 ans après, on l'a condamné, mais on est encore en train d'essayer d'en condamner. Donc, on pourrait se dire, on est passé d'une réussite totale de la justice internationale pour des crimes épouvantables à une justice qui est rendue. Mais 30 ans après, donc on pourrait dire qu'on recule. En fait, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est qu'il faut voir déjà que la justice doit passer. Vous rappeliez, monsieur, que la question s'était posée de fusiller contre un mur un matin les responsables du régime nazi. Mais le droit finit toujours par primer. Et face à la barbarie, c'est le signe d'une société avancée dans laquelle on respecte les hommes et les femmes, à la différence de ceux qui ont été condamnés, qui ne les respectaient pas. Et quand on a gazé des millions de juifs, qu'on a exterminé des centaines de milliers de personnes, on ne respectait personne. Ces victimes n'ont eu droit à aucun procès. Le droit est venu rappeler qu'il était là pour permettre à ces génocidaires, à ces criminels de guerre, de bénéficier de droits. Ils ont pu s'expliquer, vous l'avez rappelé, vous étiez présent, M. Bek-Bédé, ils ont pu se défendre, ils avaient des avocats, ils ont été condamnés. Beaucoup d'entre eux, certains n'ont pas été condamnés, ou alors à des peines inférieures à celles qui avaient été requises, mais c'est le droit. Et dans une démocratie, on peut dire que Nuremberg, c'est l'exemple d'un procès démocratique avec des conditions particulières qui ne sont pas celles qu'on a connues au Rwanda. Il y avait une sorte d'alignement de planète à l'époque. Tous les pays alliés à l'époque, ça n'a pas duré très longtemps, étaient d'accord pour juger ces dignitaires, qui leur sous-fifrent, on va dire. On a plutôt appliqué le droit américain, mais globalement c'est un droit international. Des peines ont été rendues très rapidement, des peines de mort pour certains,
mais parce qu'il y avait un accord général. Pourquoi au Rwanda? C'est comme ça que je perçois, et vous l'avez rappelé mon colonel, la difficulté c'est qu'on n'a pas eu tout de suite l'accord des deux pays. Finalement la France, vous le rappeliez, qui peut dans certains cas juger que les auteurs de génocide, dès lors qu'ils sont au moins à titre permanent, en tout cas provisoire en France, il faut qu'ils soient quand même un petit peu en France pour qu'on puisse les juger. Mais si le Rwanda ne veut pas collaborer, comment voulez-vous juger en France avec la fin du des témoignages? Vous rappeliez que dans ce génocide rwandais, personne n'a écrit un jour on va tuer les Tutsis. Donc pour avoir des témoins, il faut aller dans ces pays, il faut les entendre, et si le pays d'accueil ne veut pas, comment voulez-vous faire? Donc c'est toute la difficulté, mais moi je me réjouis que malgré tout, après cette évolution rwandaise, on en soit maintenant à pouvoir appliquer, vous le rappeliez, c'est 1 million de personnes, et on a tous en tête, les images sont pas très anciennes, on a tous en tête ces cadavres de femmes, d'hommes, d'enfants, au bord des routes, tués à coups de machette, brûlés vifs dans les écoles, dans les maisons, 1 million de personnes en quelques semaines. Donc là, la justice internationale, elle passe difficilement parce que c'est la justice avec l'accord des États. Par définition, la justice, les magistrats ne donnent pas rendre de compte aux États. Ils sont indépendants. Là, la force de l'État est d'autant plus présente qu'on est dans la diplomatie qui permet la justice. Alors, face à ces difficultés que semble rencontrer la mise en œuvre aujourd'hui de la justice internationale, Monsieur Bekbede, dans votre livre « Le temps de la paix », vous soulignez que finalement vous avez espérance vers l'Europe. Et vous dites que pourquoi la vieille Europe finalement ne resterait-elle pas une lueur d'espoir dans ce monde de violence? Dites-nous en quelques mots pourquoi vous avez espoir dans cette Europe pour faire vivre encore demain cette justice pénale internationale, alors qu'un certain nombre de grandes puissances ne la reconnaissent pas, ou en tous les cas n'y participent pas. On posera ensuite la question à la fois au procureur général et au colonel. Mais à vous, M. Bekbede. Je suis en grande admiration devant la création de l'Europe par l'Union européenne et par le Conseil de l'Europe. C'est quelque chose qui n'existe même pas dans les autres régions du monde et qui serait désirable. Ils ont créé des institutions fortes comme le tribunal des droits de l'homme et autres. Et grâce à des visionnaires comme Jean Monnet et comme Robert Schuman et d'autres qui ont réussi à créer ces institutions multiples, où beaucoup de pays essayent de rejoindre, et c'est une possibilité d'assurer la paix et la justice. Monsieur le procureur, est-ce que vous aussi, vous mettez de l'espoir dans l'Europe? Je ne suis pas supposé pouvoir exprimer un avis personnel, que les magistrats ont un droit de réserve, comme les militaires. Enfin, alors, vous avez quand même un point de vue. Voilà, j'ai un point de vue. On fait le constat objectif que l'Europe a apporté la prospérité aux pays de l'Union européenne, mais a apporté aussi la paix. Encore une fois, vous avez connu, monsieur, et moi non, évidemment, vous avez connu la guerre, et donc combien en Europe la guerre était le quotidien, en tout cas la crainte de la guerre était quasiment le quotidien. L'Europe, jusqu'à maintenant, puisqu'on sait que maintenant, malheureusement, la guerre frappe à la porte de l'Europe. Voilà, on a fini par penser, enfin les gens de notre génération, que la guerre c'était l'histoire. Nuremberg c'est l'histoire, et que la guerre ne nous concernait plus. Il faut bien maintenant s'intégrer le fait que la guerre, y compris à nos portes, peut nous concerner. Donc plus on aura une Europe forte, alors l'Europe, encore une fois, c'est d'abord une création économique. Il y a eu le projet de CED, sur lequel vous aviez dû, M. Bekbede, à l'époque réfléchir, qui, pour des raisons politiques, n'avait pas marché, mais il y a maintenant, vous savez, il y a cette brigade franco-allemande qui est intéressante, qui est complexe à mettre en œuvre, mais je crois que certains responsables politiques veulent renforcer la défense européenne, et on ne peut que s'en féliciter, puisque il faut être conscient des limites de la justice. Je ne devrais pas dire ça. En la matière, il ne faut pas espérer que la crainte pour un responsable politique d'être un jour rattrapé par la patrouille, si j'ose dire, après qu'il aura fait exterminer via des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, voilà, des centaines, des milliers de personnes,
c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter dans sa démarche homicide. Ceci étant, si on a à la fois, en la matière, il faut agir dans plusieurs directions, si on a à la fois effectivement un renforcement, je pense, de la structure militaire de l'Europe, une justice, internationale. Vous vous rappeliez, vous avez combien la notion de justice internationale, combien en Europe on avait la CEDH, la Cour de justice, qui sont des instruments juridiques, des structures juridiques qui viennent rappeler la force du droit dans cet espace européen. Plus on aura de volonté politique, alors je ne fais pas de politique coloniale non plus, je ne parle pas pour lui, par définition, mais je devine qu'il y a quand même cette volonté. Alors c'est peut-être plus le cas vraiment occidental que dans certains pays d'Europe de l'Est qui ont des stratégies et des calendriers différents des nôtres, mais on fait le constat qu'effectivement, plus on renforcera la structure européenne, l'esprit européen, mieux on luttera contre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, et en parallèle, mieux on pourra renforcer les instruments juridiques qui existent. On parle du droit français, mais d'autres pays, évidemment, se sont mis en situation. Certains sont plus rapides que nous, mais on n'a pas non plus à rougir sur le Rwanda. On verra ce qui se passera en Ukraine. On pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, plus on renforcera les instruments. La volonté, elle est là, si vous voulez. Donc on a les instruments. La difficulté, elle est là aussi. Non. Alors, on va laisser le colonel apporter son point de vue relativement façon brève, puisque nous avons des questions qui sont posées par un certain nombre de nos auditeurs et auditrices et que je souhaiterais vous soumettre. Écoutez, pour moi en tant que technicien, moi j'ai travaillé ici à la SR de Pau, j'ai commandé à la SR de Lyon, donc ici j'ai travaillé avec les Espagnols, à Lyon j'ai travaillé avec les Suisses, avec les Allemands. La coopération de policière et de justice, elle existe. Elle existe. Elle n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, mais elle existe et il faut espérer qu'avec le temps, on puisse avancer sur une justice européenne. Mais avant ça, il faut résoudre un problème, c'est que chaque pays a son propre code pénal et qu'on n'a pas de justice européenne, on n'a pas de code de procédure pénale et on n'a pas de code pénal européen. Et donc c'est ce qui complexifie la chose. Sur le Rwanda, il y a été question, quand je suis arrivé, ça a été un de mes chantiers, c'était de voir justement avec la délégation de l'Union européenne si on ne pouvait pas mettre en place une équipe commune d'enquêteurs, ne serait-ce que pour éviter aux témoins de devoir répéter à plusieurs enquêteurs de nationalités différentes les mêmes choses, ce qui est très traumatisant pour les victimes. C'est quelque chose qui a été mis pour l'instant en attente, parce que justement c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que les magistrats sont indépendants, et les magistrats de chaque pays sont encore plus indépendants. Donc c'est pas simple. Mais il y a des volontés effectivement d'avancer sur ce sujet-là, et ça viendra un jour. Très bien, merci. Madame Gasby, est-ce que vous souhaitez, sur cette question, prolonger la réponse de M. Belbédé ? Alors, oui, un tout petit peu, pour ne pas empiéter sur les questions à venir. Juste une petite remarque concernant l'avenir de la justice du droit pénal international. Dans le livre de Yves, nous avons souligné, nous avons tenu à citer Mario Bettazzi, qui est un très grand juriste, et il nous rappelle l'anecdote, enfin qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est un jeune homme, c'est un monsieur qui s'appelait Bernheim, qui était juif de Haute-Silésie, et qui a dénoncé publiquement devant l'Assemblée de la SDN les pratiques odieuses et barbares des nazis contre ses propres compatriotes juifs, mais également les pratiques odieuses à l'égard des Allemands qui n'étaient pas du tout favorables au régime nazi. Et Goebbels était présent et il a répondu: Messieurs, charbonnier est maître chez soi. Nous sommes un État souverain, tout ce qu'a dit cet individu ne vous regarde pas. Nous faisons ce que nous voulons
de nos socialistes, de nos pacifistes et de nos juifs, et nous n'avons à subir de contrôle ni de l'humanité, ni de la FDN. Eh bien, face à ce souvenir, il me semble que nous avons véritablement à défendre notre démocratie afin que ce droit et cette justice pénale internationale puissent continuer véritablement le chemin qui est le sien, et je dois dire qui est partagé par des juristes, des magistrats, des procureurs extrêmement talentueux et qui permettent véritablement de mettre le droit au centre de la vie démocratique d'un État. Merci, merci. Je reprends quelques questions et pour faire suite à ce que vous disiez sur l'indépendance des magistrats, il y a un de nos amis présents ici qui s'interroge sur le poids des politiques dans le jugement des crimes au Rwanda par les instances du tribunal pénal international, et il pose la question brutalement: l'indépendance de la justice internationale est-elle réelle, est-elle exacte? Alors, on va poser la question tout de suite au colonel qui est au cœur du sujet, et puis ensuite peut-être que monsieur le procureur général pourra apporter un regard. Oui, la justice est indépendante, ça c'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, comme je vous l'ai montré, ou j'ai essayé de vous le montrer, la justice elle avance à un rythme différent en fonction de l'impulsion que le politique peut lui donner et des moyens que le politique peut lui donner. Comme disait monsieur le procureur général, la France a toujours, les magistrats français ont toujours voulu enquêter sur ces dossiers rwandais, mais le Rwanda, pendant longtemps, en particulier pendant ces périodes de rupture diplomatique, n'a pas souhaité donner suite aux commissions rogatoires internationales qui avaient été lancées par la France. Là, pour vous donner un exemple concret, puisqu'il n'y a rien de tel que le concret, sur un des dossiers en cours, les magistrats en sont à leur 4e commission rogatoire internationale, qui avait toujours été refusée par le Rwanda, et la situation diplomatique débloquée depuis 2021 a permis de mettre en œuvre cette commission rogatoire. Donc voilà, c'est un fait. La politique donne et la diplomatie donne une impulsion, mais la justice avance. Donc ça c'est le plus important. Mais dans ce dossier-là sur le Rwanda, les magistrats français n'ont jamais cessé de vouloir avancer. Et c'est le Rwanda qui a été un petit peu même un point bloquant dans l'avancée de plusieurs dossiers. De dossiers qui sont aujourd'hui d'ailleurs parfois dans la presse. Dans l'histoire récente de la justice internationale, monsieur le procureur général, est-ce que vous avez le sentiment que le poids des politiques, quelles que soient les origines de ces politiques en Europe ou dans le monde, ont pesé sur le fonctionnement de cette justice? Par exemple, les procès liés à la guerre dans les Balkans, pour ne prendre que cet exemple. Oui, alors, si vous voulez, le politique, il peut peser en amont, c'est-à-dire qu'il peut peser en ne ratifiant pas des traités, en ne donnant pas les instruments juridiques qui permettent de faire des enquêtes. Après, sur une même vision panoramique et un peu en recul des pays de l'Union européenne, je ne suis pas certain que dans tous les pays de l'Union européenne, il y a une volonté, ni il y a 30 ans, ni peut-être maintenant, peut-être encore plus maintenant, de permettre à la justice de leur pays d'enquêter en toute indépendance sur des crimes de guerre qui se commettent tous les jours. Bon, on parle de la France, je ne connais que la France, qui se m'intéresse aux autres pays. Mais une partie d'instruments ont été donnés aux juges, enfin, aux magistrats. Vous savez que quand on parle de magistrats, on parle des juges et aussi des procureurs. On va vous faire un cours sur la magistrature française, mais les procureurs ont gagné leur indépendance en la matière. On se serait vu il y a 40 ans, je ne ferais peut-être pas tout ce discours. Je parle sous le contrôle d'un professeur de droit qui me regarde méchamment. Mais si les magistrats étaient dépendants du pouvoir politique, ils rendraient les décisions qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, soit ils condamneraient tout le monde, soit ils relaxeraient tout le monde.
les acquis à tout le monde. Et vous rappelez, mon colonel, que dans les décisions qui ont été rendues, il y a eu des peines de perpétuité, il y a eu aussi des peines moins lourdes pour le Rwanda. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est en situation de juger quelqu'un, dès lors qu'on a des preuves, que c'est aussi le problème, et ça va au-delà effectivement de la posture des magistrats, il y a peut-être eu des acquittements parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ça vaut pour un procès d'un génocidaire, ça vaut pour un voleur de poules à la campagne. Donc les magistrats, évidemment, il ne faudrait pas qu'un politique s'amuse à téléphoner au président de la cour d'assises qui est compétente à Paris pour juger tel ou tel ancien responsable rwandais. Écoutez, cher collègue, non pas cher collègue, cher monsieur, chère madame, si cette affaire nous préoccupe beaucoup, s'il y a un acquittement, ça serait bien pour la France. Il ne faut pas qu'il s'y amuse, parce qu'il s'y amusait, c'est-à-dire que 2 minutes après, alors déjà on le rapprocherait au nez, et puis déjà c'est pas un seul juge qui décide, mais même si c'était un seul juge qui décide, il y a une indépendance de fait et de droit, et heureusement, la justice, encore une fois, je ne suis pas pour vanter ma propre boutique, la justice en France, c'est comme beaucoup de pays d'Europe, plus en Allemagne, les juges sont indépendants, en Espagne aussi, vous rappeliez le colonel, la coopération avec l'Espagne. Donc, il ne faut pas se dire, s'il y a une telle sanction, là, la presse, au fil de l'eau, rend très bien compte des procès qu'on lui a Paris sur les génocidaires. Il y en a certains qui sont aussi jugés à l'Haye, bien sûr, mais c'est la même chose pour l'Haye, où il y a des magistrats de tout pays de l'Union européenne. Notamment, les décisions sont rendues avec un dossier. Est-ce qu'on a des preuves? Là, la culpabilité, ils sont défendus par des avocats, ces gens aussi. Encore une fois, dans une démocratie, il faut aussi que les auteurs présumés des faits les plus atroces puissent se défendre. Je ne suis pas avocat, mais ça me semble évident de le rappeler. Si dans le dossier, il n'y a pas de preuve suffisante d'une culpabilité, il y aura un acquittement. Si à l'inverse, vous avez la preuve de la culpabilité, après il va se poser la question de la peine. Donc la peine, c'est le rôle que dans tous ceux que vous avez évoqués, on a bien vu, les peines étaient différentes. Donc entre ceux qui ont une perpétuité, j'imagine que c'était ceux qui étaient plus proches du pouvoir du président Habyarimana. On a tous en tête, effectivement, là que vous rappeliez que plusieurs semaines avant le début du génocide, il y avait notamment Radio-Mille Collines qui a appelé à la haine et à l'extermination des Tutsis. Donc il y avait aussi une histoire au Rwanda. Donc, et puis ceux qui ont eu 14-15 ans, ils ont évidemment participé à la place qui était la leur à ce génocide, mais ils ont peut-être, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, un peu moins de sang sur les mains. Sinon, ils ont eu tous perpétuité. Donc on voit bien que la question de l'indépendance de la justice, je parle de la France, ne doit pas se poser. Je ne suis pas là pour vendre, pour permettre d'avoir des droits d'auteur, mais pour faire le complément avec ce que vient de dire le colonel, sachez que l'ancienne procureure qui était responsable du pôle des crimes contre l'humanité, qui a changé de service, vient d'écrire un livre, son expérience comme chef du parquet, pas antiterroriste, mais chef de la section des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, la Reliée de Vos. Donc je vous incite à le lire, parce que c'est très intéressant, c'est comment depuis l'intérieur, on rend compte de la façon dont le parquet, le siège est aussi cité évidemment, parce que le parquet il a des pouvoirs, mais c'est aussi les juges d'instruction qui ont des compétences, peut appréhender en toute indépendance, y compris au parquet, des sujets dans lesquels la diplomatie est en jeu, parce que vous le rappeliez, bon, ça n'a pas marché, après ça a marché, c'est un peu chaotique, c'est des relations interétatiques, dont on constate parfois qu'elle bloque la justice, on constate parfois qu'elle facilite la justice, et une fois que la justice est saisie, elle avance. Donc pour répondre à votre question, ne craignez pas d'intervention du politique sur la justice. Peut-être que certains voilà, la réponse est fournie après un argumentaire riche et solide. Parmi les questions qui me conviennent, il y en a une qui émane de notre ami Marc Bourda, qui s'interrogeait sur, finalement, qui faisait le constat suivant, que la majorité des Allemands, toutes générations confondues, et cette question s'adresse principalement à M. Belbédé, la majorité des Allemands, toutes générations confondues, se sont battus pour l'Allemagne quasiment jusqu'à la fin. Et il prenait l'exemple de ces jeunes de 14-15 ans qui défendaient le bunker d'Hitler alors que la cause était perdue. Comment, M. Belbédé, expliquez-vous que le contrôle, en quelque sorte, psychologique que les dirigeants nazis ont pu exercer en Allemagne dès les années 1925-1930 ? Au procès de Nuremberg, vous avez pu mesurer que cette pression psychologique des criminels qui étaient face à vous était encore présente?
Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, absolument. Ils étaient tous en admiration devant Hitler. Et Hitler, c'était le sauveur de l'Allemagne, qui a sauvé l'Allemagne une défaite après la Première Guerre mondiale, et qui a rétabli ses finances, qui a ensuite procédé à un certain nombre de victoires militaires sensationnelles, l'Anschluss, et puis écraser la France, l'ennemi principal, en 4-5 jours, alors que l'armée française était censée être la meilleure au monde. Ah oui, allez-y, poursuivez. Vous avez perçu toujours cette quelque sorte de pression psychologique? Oui, je pense que ceci a marqué plusieurs générations d'Allemands, à juste titre. Bien sûr, il fallait également inclure les persécutions, les camps de concentration, les horreurs contre ceux qui avaient des idées différentes, ou les juifs évidemment, et l'extermination des juifs, qui était abominable, mais je pense que le plus important pour les jeunes Allemands, c'était la gloire de leur pays, et sans connaître peut-être tous les détails ou tout ce qu'on a su ensuite sur les horreurs. Dans votre livre, Le temps de la paix, que je vous invite à vous procurer, parce que c'est la formidable histoire de M. Beigbeder tout au long de ses 99 ans d'existence, lui, qui est aujourd'hui retiré à Sauveterre de Béarn. Dans ce livre, vous racontez comment Göring, alors qu'il était au cœur de ce procès, sur le banc des accusés, est parvenu même carrément à humilier le procureur américain par des réponses parfaitement sibyllines à des questions fondamentales. Absolument, c'est juste. Le procureur américain Jackson a été humilié par Göring, parce qu'il a dit, le procureur a assuré certaines choses qui étaient fausses. Et Göring a dit, mais c'est pas correct ce que vous dites, et il pouvait le prouver évidemment. Alors Göring était le chef du gang des détenus à Nuremberg, beaucoup d'assurance, beaucoup de poids à l'égard des autres accusés, et une grande intelligence et capacité. Alors, M. Beigbeder, vous l'imaginez bien, votre témoignage ici impressionne à peu près tout le monde, parce que avoir face à soi, face à nous, un personnage de l'histoire, parce que vous en êtes finalement devenu un, posé par M. Robert Contrucy une autre question. M. Contrucy explique qu'il y a eu un ouradour sur Glane, effectivement en France, mais aussi des centaines de massacres en Russie et dans les pays de l'Est, et notamment en Ukraine, avec des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'exécutions. Et il vous demande si vous avez assisté vous-même au procès spécial qui avait été organisé rien que pour les Einsatzgruppen, pardonnez-moi mon accent qui est absolument inaudible, c'est-à-dire ces unités mobiles d'extermination que les responsables nazis avaient organisées. Est-ce que vous avez assisté à ce procès et comment l'avez-vous éventuellement suivi? Eh bien, je sais que j'étais pas là, mais avant que j'arrive, le tribunal a jugé utile de montrer des scènes de déportation, de camps de concentration et des horreurs qui se sont produites, et ce qui a fortement ébranlé les détenus, qui semblaient dire, mais je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Certains ont dit c'est honteux, c'est une honte pour l'Allemagne. Mais
Oui, il y a eu des démonstrations de ce film avec, fait par les Américains et les Anglais. C'était frappant. Je n'y étais pas, mais j'ai lu là-dessus. Alors, je vais vous proposer peut-être la dernière question, mais à laquelle vous répondrez tous les trois, à commencer par M. Becbédé. Vous incarnez, me semble-t-il, d'une certaine manière, le passage de la justice pénale internationale répressive, directement, un an après l'armistice, c'est-à-dire des condamnations définitives de l'après-guerre, à peut-être davantage l'humanitaire, c'est-à-dire la réparation des victimes des violations des droits de l'homme. Est-ce que vous mesurez cette évolution-là, ou c'est une vue de l'esprit d'un journaliste pas forcément parfaitement compétent en matière de droit international? Monsieur le procureur Souris répondra aussi tout à l'heure. Monsieur Becbédé, à vous. Est-ce qu'on est passé d'une justice internationale essentiellement répressive à une justice internationale un peu plus réparatrice? Oui, je pense qu'on a fait un bout de chemin dans la direction de la justice humanitaire. Mais on n'est pas arrivé très loin. Et de toute façon, la difficulté avec la justice internationale, c'est qu'elle n'a pas de police, elle n'a pas d'armée. Donc elle ne peut pas arrêter les criminels. Et si les États ne coopèrent pas, ça s'arrête là. Tendre vers une justice davantage humanitaire que répressive, est-ce que ça vous paraît une voie qu'il faudrait privilégier? Absolument. Je trouve que c'est le plus important. Peut-être que Monsieur le procureur général pourrait nous donner lui aussi un point de vue. C'est toujours difficile d'intervenir après M. Becbédé. Oui, mais c'est ça la difficulté de ce type de réunion. C'est d'éviter un peu trois mots, pas trop stupide. En fait, la justice répressive, elle est d'abord répressive. Elle doit condamner ou pas des auteurs présumés de crimes épouvantables. Enfin, c'est quand même mettre l'adjectif sur les faits dont on parle. Une fois qu'on parle vous parliez, monsieur, effectivement, les groupes, il y a eu des démonstrations, il y a eu aussi les marches de la mort. Une fois que les alliés arrivaient près des camps de concentration, vous avez les déportés qui étaient fusillés au fur et à mesure qu'ils avançaient sur les routes enneigées d'Allemagne. En Rwanda, je me sens en tête encore une fois l'extrême épouvantable des faits qui ont été commis, donc il faut d'abord condamner. Après, vous indiquez, mon colonel, que certains des condamnés sortent. Donc là, il y a la question, comment dans une société, alors, c'est numériquement relativement peu important, mais ça vaut pour toute société, comment dans une société, on vit ensemble. Et comment est-ce que, pour les victimes, il y a la question de l'argent, mais ça règle des problèmes, l'argent, mais ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on, une fois que la justice pénale est passée, comment est-ce que, dès lors que les condamnés finissent pas leur vie en prison, et on peut espérer que certains finiront leur vie en prison, comment est-ce qu'on vit dans une collectivité, dans une communauté, avec dans un village par exemple, des proches des victimes, et puis après qu'il a purgé sa peine, la personne qui vient s'installer au bout du village et qui va continuer d'essayer. Donc ça c'est un travail redoutable, considérable, parce qu'il faut éviter que ça recommence, il faut éviter que évidemment les victimes se vengent sur celui qui a été condamné, et sur lui et sur ses proches, et qu'on ait finalement un retour de flamme et dans l'autre sens, avec une société, avec des individus qui se feraient justice à eux-mêmes. Donc la réparation, elle doit être envisagée, mais ça sort, à mon sens, strictement du rôle de la justice. La justice, encore une fois, elle est à la fois indispensable, elle a des moyens, pas assez, vous rappelez M. Becbédé, elle doit passer, elle doit jouer son rôle. La réparation, au-delà de la côté purement indemnitaire, c'est plus complexe. Il faut qu'il y ait une volonté collective de réparer. Parce que si vous condamnez quelqu'un, il va peut-être vous dire bah oui, je regrette. Ça, en général, dans un procès, sauf effectivement les dignitaires nazis qui ne regrettaient rien. Vous rappelez M. Becbédé, la tactique habituelle quand on est jugé par un tribunal spécial, c'est de dire je regrette ce que j'ai fait, je ne recommencerai pas, d'accord. Bon, une fois qu'on a été condamné, comment tout ça est perçu par les victimes. Donc c'est un travail redoutable, mais qui concerne la justice, et qui concerne surtout la société. Donc, je vous réponds sans vous répondre. Mais les colonels a fait une explication plus pertinente que moi. Plus pertinente, je ne sais pas, mais... Oui, allez-y.
trois des accusés ont été acquittés. Au grand scandale de pas mal de gens, Chartres et deux autres ont été acquittés. Donc, il y avait une question de valeur, de jugement sur ce qu'ils avaient fait ou pas fait. Donc il y avait pas, ils n'étaient pas tous condamnés à l'avance. La justice a fait son œuvre. Pour les Russes, ils auraient dû être tous fusillés, pas fusillés, mais pendus. Mais on a résisté à tout ça. Ou même les Russes avaient proposé, on aurait fusillé 50 000 personnes. Et Winston Churchill a protesté en disant c'est pas comme ça qu'on travaille dans les démocraties. Selon vos souvenirs, quels ont été les juges qui ont fait en sorte qu'il y ait aussi des acquittés dans ce procès pour répondre au bras de fer des Russes? Il y a des juges, le juge français, le juge anglais, le juge américain qui se sont particulièrement manifestés. Le juge français, votre oncle, mon oncle de Dieu de l'Arbre, a été accusé d'être trop tendre parce que pendant les délibérations secrètes, à la fin du procès, il proposait souvent des peines inférieures à celles proposées par les autres, ou même donc il avait une possibilité de limiter il voulait aussi que les militaires soient fusillés et non pas pendus. Mais ça n'a pas été accepté par les autres juges. Quel regard vous portiez, vous avez 22 ans, quand on accusait, ou en tous les cas, on soulignait finalement la clémence partielle, mais clémence quand même de votre compte. Vous partagiez cette clémence supposée ou vous étiez opposé à votre oncle, avec tout le respect que vous lui deviez naturellement? Non, j'ai aucune connaissance de ce qu'il pensait. Quand j'habitais avec lui et le numéro 2, Falco, mais on ne parlait jamais du procès lui-même. Donc, il conservait son jugement pour lui-même et ne le partageait pas. Ça, oui. Très bien. Et c'était curieux parce qu'il n'avait pas ouvert la bouche pendant tout le procès, contrairement à d'autres juges qui se sont exprimés. Et à la fin du procès, il a voulu tout fiche en l'air. C'est-à-dire supprimer l'idée de complot qui était le procès de Robert avait son propre système de sanctions et de crimes. Crime contre la paix, crime contre la guerre, crime contre l'humanité, etc. Mais donc ça fait partie du régime que les juges devaient appliquer. En laissant un certain choix, évidemment. Donc, mon oncle ne doit jamais parler de ces questions-là. Il a écrit différents écrits sur le sujet, mais il a vers mon nom, et puis tout ce que j'ai su depuis, ça a été dû aux indiscrétions du juge Biddle, juge américain, qui a publié tout un récit sur la façon dont ça s'est passé entre les juges, et les difficultés et les objections. Mais c'était théoriquement confidentiel, mais Biddle avait tout exposé, ainsi que deux auteurs. Sur les photos où l'on vous voit sur ce banc des assistants, juste devant les juges du procès de Nuremberg, juste à côté des accusés, on vous voit souvent, enfin sur les 3 photos que j'ai vues, vous avez systématiquement les poings un peu fermés, comme si vous aviez une sorte de si ce n'est de rage, au moins de réaction que vous conteniez avec ces poings fermés. C'est vrai, ça, ou c'est juste une lecture que j'ai faite des images?
vous aviez ces points fermés. Pourquoi vous fermiez comme ça les points? J'en ai aucune idée. Ah, en tous les cas, on vous voit particulièrement concentré avec vos 2 points fermés sur la table. Je pourrais poser une question. Mais je vous en prie. Donc vous avez assisté au procès pendant plusieurs semaines. Hein. Quel a été pour vous le moment le plus pénible? Est-ce que c'était d'entendre les accusés contester leur culpabilité ou des témoignages de victimes ou de proches de victimes qui ont été beaucoup entendus? Oui, il y a eu des témoignages, je n'ai pas assisté à tous, parce que je n'étais pas censé être dans la salle du procès, mais je pouvais y venir de temps en temps si les collègues disaient attention, ça va être très intéressant. Alors, il y a eu les témoignages de la Française, Marion Couturier, qui a été mise en compte dans la station. Et voilà. Autrement, c'était un peu morne. Vous aviez l'accusation, la contre-accusation, et à la fin, les jugements. Mais les gens s'ennuyaient beaucoup. Colonel, vous aviez pas eu le temps d'apporter la réponse à la question, puisque entre-temps, un autre sujet est abordé. Il n'y a pas de souci, mais je voudrais juste rajouter un point. Vous parliez de justice humanitaire. C'est pas un terme que j'utiliserai, mais la justice doit passer. Les gens qui sont mis en cause doivent être condamnés à partir du moment où effectivement les preuves sont suffisantes. Mais il faut également que ça serve pour l'avenir, justement pour éviter la réitération. Le procès de Nuremberg a été le premier procès filmé. Aujourd'hui, tous les procès rwandais sont filmés pour l'histoire. C'est le terme exact, filmés pour l'histoire. Justement pour éviter et pour servir aux générations futures, pour éviter que ça ne se reproduise. Donc ce côté humanitaire, il est de fait, il y a un objectif dans chaque procès. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, la thématique Hutu-Tutsi, déjà au Rwanda, moi j'ai beaucoup d'amis rwandais, ils ne viendraient pas à l'idée de demander à l'un ou à l'autre s'il est Hutu ou s'il est Tutsi. C'est des questions qu'on ne pose plus. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et d'ailleurs les gens, si par hasard on leur demande, ils disent mais je suis rwandais. Voilà. Et cette thématique-là, elle est importante parce qu'on voit que l'histoire, malheureusement, peut se répéter. Actuellement, dans l'est de la RDC, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. J'ai l'habitude de dire, et ça c'est mon opinion, que si en 1994, il y avait eu Twitter à la place de la radio-télévision des Mille Collines, on aurait eu sur Twitter ce qu'on peut lire aujourd'hui sur Twitter, sur les messages de haine contre les Tutsis dans l'est de la RDC. Donc c'est un vrai sujet et l'histoire, malheureusement, peut se répéter. Permettez-moi encore puisque le temps passe et il nous reste peu de temps, permettez-moi une dernière question, finalement, la réponse à chacun d'entre vous. Il nous semble qu'aujourd'hui, la justice pénale internationale n'est plus soutenue par les grandes puissances. À commencer par les États-Unis, qui finalement n'apportent pas de soutien direct à cette formidable justice internationale. Comment vous expliquez ça, M. Bebdéné? Pourquoi, finalement, après qu'elle ait été posée sur les fonds baptismaux par les grandes puissances occidentales, eh bien aujourd'hui, une partie de ces puissances occidentales, sans parler même des puissances, je dirais, asiatiques, n'apportent plus du tout de soutien? Pour la France, c'est évident que... La France, c'était évident que la France ne voulait pas que ces soldats soient jugés ou arrêtés ou condamnés. Donc la France a été très peu coopérative à l'égard de la Cour pénale internationale et autres. Et je pense que la plupart des autres pays voulaient aussi protéger
leur population, pour protéger leur armée. Je pense que c'est la seule raison. On va demander à M. le procureur général quelle perception il a de ce manque de soutien peut-être des grandes puissances. En la matière, comme effectivement les États ont leur calendrier, leur stratégie, alors il y a des moments où on peut dire qu'on va en arrière, on recule, parce que effectivement, quand les États-Unis n'ont pas ratifié le traité sur la CPI, pour des raisons, vous le rappeliez, M. Béguédet, est-ce qu'ils craignent que leurs propres soldats, qui sont réputés être les plus violents de la soldatesque mondiale, je ne sais rien. Après voilà, il y a des questions d'intérêt national, d'intérêt propre à chaque pays. Mais une fois, on a donc il y a d'autres pays qui veulent. Alors, je ne parle pas des pays qui ne sont pas des démocraties, qui ne vont jamais ratifier la CPI, il ne faut pas rêver. Hein. Le jour où la Corée du Nord ratifiera la CPI, on pourra dire qu'il y aura un grand pas qui aura été franchi pour l'humanité. Hein. Mais il y a parfois des marches en arrière, mais il y a aussi des marches en avant. Encore une fois, l'exemple du Rwanda montre bien que quand les planètes qui semblaient tellement peu alignées finissent par s'aligner, alors ça peut tenir à très peu de choses, mais il peut y avoir des avancées. Tout ça est toujours très compliqué, parce qu'encore une fois, quand je disais que la justice est indépendante, il y a aussi des États qui se disent « aïe, 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 on va signer des instruments juridiques internationaux qui vont nous conduire à abandonner une partie de notre souveraineté au profit de qui? Au profit de ces juges indépendants sur lesquels on ne peut rien faire. » Et donc vous avez un choc éventuel dans l'idée de certains politiques entre des stratégies qui ont leur pertinence, c'est-à-dire un État voilà, à son calendrier, à ses grandes orientations stratégiques, à ses accords ou bilatéraux ou multilatéraux, mais d'abandonner, de mettre le doigt dans l'engrenage de la justice internationale, c'est pour certains le risque qu'un jour on prenne la justice en boomerang. D'autres pays ne sont pas dans cette logique-là, ils sont même, parce qu'ils sont aussi, ils assument ce qu'ils sont des démocraties qui contrôlent la façon dont leurs armées appliquent le droit de la guerre. Il y a un droit de la guerre, on ne l'a pas évoqué parce qu'on n'a pas eu le temps, mais après la guerre, quand on fait la guerre, on tue du monde, hein. On est bien d'accord. Je ne dis pas que c'est fait pour ça, mais quand on fait la guerre, on peut tuer des gens. Et, il vaut mieux tuer des adversaires, on peut aussi à l'occasion tuer des civils. Bon. Et dans certains cas, ça peut être un crime de guerre. Mais à côté de ça, vous avez des grands pays, on pourrait dire c'est dommage que les États-Unis, qui sont à la pointe sur beaucoup de choses, par ailleurs, soient un peu en retrait sur la CPI. Bon, peut-être que si on se retrouve dans 10 ans ou dans quelques mois, hein, les choses étant ce qu'elles sont, les États-Unis, alors ça dépend du président, puis le Sénat et la Chambre ont des pouvoirs importants en la matière, hein, comme en France d'ailleurs. S'il y a une évolution inattendue, peut-être que là, les États-Unis et que d'autres pays finiront par se dire finalement on a un instrument international, la CPI, qui commence à faire ses preuves. On verra ce que ça donnera pour la Russie. Vous indiquiez, monsieur, que Poutine mourra dans son lit, c'est certain. Hein. Voilà. Et, on verra ce que ça donnera dans le temps. Mais en la matière, le temps est long, si vous voulez. Il ne faut pas espérer, et c'est un contre-exemple de Nuremberg, il ne faut pas espérer qu'en matière de justice internationale, le temps aille vite, puisque il y a beaucoup d'obstacles. On les surmonte au fur et à mesure. Parfois, il y a des accélérations, mais c'est plutôt le temps long en matière de justice internationale. Sur le terrain, colonel de Saff, vous percevez également cette évolution, cette situation? Alors moi, je dirais pas mieux que le procureur général. Sur le terrain, moi, je ne suis pas tellement confronté à la problématique des États-Unis, parce que les États-Unis sont pas partie prenante dans les procès. Les États-Unis se débarrassent que je me disais dans mon intervention au début, les États-Unis ont décidé de se débarrasser un peu de leur génocidaires quand ils le pouvaient, en particulier en se basant sur le fait que les génocidaires, les présumés génocidaires qui ont obtenu la nationalité américaine, l'ont obtenu en mentant dans leur déclaration pour obtenir la nationalité. Donc à partir du moment où ils ont menti, on leur supprime, on les extrade. Ils l'ont fait, moi j'ai eu au moins un vol depuis les États-Unis d'un génocidaire qui a été ramené manu militari au Rwanda. Voilà. Moi je préfère voir, plutôt que de voir le verre à moitié vide, j'essaie de voir le verre à moitié plein, et de voir par contre sur l'Ukraine le mouvement qui a été donné par beaucoup de pays européens, et en particulier par la France, qui a envoyé à La Haye des magistrats, qui a envoyé des enquêteurs pour renforcer les équipes du CPI, et en particulier des enquêteurs de l'OCCH,
qui ont été envoyés là-bas. Donc voilà, j'essaye de faire voir ce côté positif des pays qui donnent des impulsions positives plutôt que de ceux qui regarderaient plutôt devant. Très bien. Une dernière question, M. Belbédé. Êtes-vous retourné à Nuremberg? Êtes-vous retourné dans cette salle historique? Et dites-nous à quelle occasion. 50 ans. Aux Pour les 50 ans, à l'anniversaire des 50 ans, j'ai été convoqué, enfin, on m'a demandé de venir à Nuremberg pour une réunion organisée par la mairie de Nuremberg, qui était extrêmement favorable à ce processus. Donc, je me suis retrouvé avec d'autres collègues. Il y avait 2 ou 3 survivants, mais c'était assez émouvant de voir cette salle et de pouvoir répondre aux questions. Très bien. Eh bien, écoutez, pour nous, c'était ce moment-là qui était très émouvant, puisque nous vous avons depuis 2 heures devant nous, un grand témoin de l'histoire, témoin exceptionnel, que grâce à la section des Pyrénées-Atlantiques de l'IDHEDN, on a pu entendre, voir, et je vous propose de l'applaudir ainsi que le travail. Merci en tous les cas de votre attention. Je rappelle que ce livre est évidemment disponible dans toutes les librairies. Je vous invite à le lire. Merci encore de votre présence ce soir.